Je voudrais vous introduire l'océan, et je parle au singulier parce que quand on parle des océans, on pense au bassin océanique. Mais l'océan, au fond, il est un. Quand une goutte d'eau est dans l'Atlantique, tôt ou tard, il se retrouvera dans l'océan austral, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, et après il reviendra en Atlantique. Tout est connecté. Alors, cette photo prise du satellite, il vous montre notre système, Terre, dans laquelle on voit très peu de l'atmosphère, juste quelques nuages, et on voit en étendue bleue qui est majoritaire. Elle couvre 2/3 de notre planète, et c'est l'océan. On regarde ici une schématisation du système climatique terrestre. Donc, on regarde juste les flèches. Ici, vous avez la lumière du soleil, et donc l'énergie solaire qui est essentiellement dans les visibles, donc vous voyez quand elle arrive parce que c'est jour et quand elle n'est pas là, c'est nuit. Et cette lumière traverse pratiquement sans encombre l'atmosphère terrestre qui ne la retient pas. Une partie est réfléchie, mais à peu près 50% des lumières, elle arrive jusqu'à la surface de la planète. Et la surface de la planète est couverte essentiellement d'eau, et donc c'est l'eau qui transforme cette énergie lumineuse en chaleur, en un rayonnement infrarouge. Et c'est elle qui réchauffe les bas de l'atmosphère. Donc déjà, sans changement climatique, l'océan est le transformateur d'énergie solaire, la transforme en énergie infrarouge. Et quand cette énergie veut répartir vers l'espace, alors là, l'atmosphère n'est plus transparente parce qu'il y a les nuages qui sont faits des vapeurs d'eau, et il y a aussi ce qu'on appelle les autres gaz à effet de serre, comme les CO2, qui, elles, absorbent cet rayonnement infrarouge et il la renvoie, entre autres, ensuite vers la Terre. Donc la Terre, et donc l'océan, il reçoit l'énergie solaire, mais il reçoit aussi ce rayonnement infrarouge qui a été absorbé et remis par ces gaz à effet de serre. En général, tout ça est très efficace au niveau tropical, où on a toujours beaucoup de soleil et avec des rayons perpendiculaires. Et donc, ce sont les courants marins, avec les vents, qui ramènent cette chaleur qui est en excès vers les latitudes polaires. Et on chemin, l'océan, il ramène donc cette chaleur comme des courants comme les Gulf Stream vers les latitudes polaires. L'océan, qui est fait d'eau, a une propriété très particulière, a une capacité thermique énorme. Donc, en 3,5 mètres d'océan, on contient toute l'énergie qui est dans l'atmosphère. Et quand vous avez une casserole sur le feu, elle se réchauffe lentement du fait de cette capacité thermique importante et se refroidit très lentement. Et donc, la chaleur peut vraiment être prise des tropiques par des courants comme les Gulf Stream et ramenée pendant des années vers les latitudes plus hautes. Ça, c'est l'océan. Ça, c'est chaud, c'est la température. C'est les Gulf Stream. Donc ici, vous avez les Florides, et qui part vers les latitudes moyennes. Ensuite, il va vers ou bien l'Arctique, ou bien il revient avec les courants des Azores. Et pendant son chemin, il réchauffe. Donc ça, c'est l'énergie que ces courants laissent vers l'atmosphère. Donc, sans changement climatique, cet océan a un rôle vraiment très important dans notre système climatique. Avec cette perte de chaleur, il perd aussi de l'eau par évaporation, et c'est essentiellement l'océan qui est la source de l'eau que vous voyez. Et donc, il est une source essentielle pour ce cycle hydrologique qui est très important pour la vie. Ici, je vous montre un graphique qui vous montre une échelle verticale qui est celle qu'on appelle zétajoules. C'est une échelle d'énergie. Les zétajoules, c'est 10 à la 22 joules, et c'est une quantité d'énergie énorme. Donc ici, nous avons 3 colonnes. Une, ce sont les océans, celles-ci sont les terres émergées, et celle-ci est l'atmosphère. Et donc, cette quantité d'énergie équivaut à l'énergie qui a été absorbée par l'océan. C'est le surplus d'énergie dû à l'activité anthropique et à l'émission des gaz à effet de serre, qui ont augmenté l'épaisseur de ces flèches rouges qui reviennent vers la Terre. Donc il y a plus de gaz à effet de serre, il y a plus d'énergie via ces mécanismes, et cette énergie, elle est partie à 93% dans l'océan.
Donc si aujourd'hui on a 1 degré à peu près des températures d'augmentation de l'atmosphère, c'est rien par rapport à tout ce qui a été absorbé dans l'océan. Alors, la température des surfaces de l'océan n'a pas augmenté énormément, elle a augmenté moins d'1 degré, mais parce que cette chaleur, elle se répand en profondeur, essentiellement avec les courants océaniques, et elle fait son chemin pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années à l'intérieur de l'océan avec les courants. Mais ceci a un impact, par exemple, sur les écosystèmes. Les écosystèmes, ils commencent à sentir cette augmentation des chaleurs à certains endroits dans la planète. Vous savez qu'il y a une fonte de la glace continentale qui est importante et ça fait augmenter les niveaux de la mer. Mais aussi, l'océan, en se réchauffant, il se dilate. On sait qu'aujourd'hui, que 40-45% du niveau de la mer, de l'élévation des niveaux de la mer due au changement climatique, est due à cette fonte des glaces continentales. Mais 30% est due à cette dilatation thermique. Aujourd'hui, grâce à ces satellites, nous avons une vision, donc celle-ci est la tendance en millimètres par an, calculée donc sur l'époque où il y avait ce type de satellites, donc depuis 1993. Donc on voit qu'il y a des régions où c'est rouge, ça monte plus vite, où c'est bleu, ça descend. Et donc il y a des régions où les niveaux de la mer, en moyenne, montent plus vite que d'autres. Et ça, c'est dû à 2 raisons. La première, c'est cette dilatation thermique, elle n'est pas homogène partout. Et aussi parce que les courants marins, ils ramènent de l'eau. Par exemple, ici, dans les tropiques, il y a un courant marin à l'équateur qui part des côtes américaines et il pousse l'eau vers la région de l'Océanie ici. Donc, ce n'est pas quelque chose de très simple, et c'est pour cela qu'avec différentes expertises, nous, océanographes, on cherche de comprendre cette machine dont ici on voit que la surface. Alors l'océan, il est aussi important parce qu'il absorbe 1/4 du CO2 qui a été émis dans l'atmosphère par l'homme, et essentiellement pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il est capturé par l'océan, là où il fait froid et l'eau va vers les profondeurs. Et aussi parce qu'il y a une pompe biologique, il y a de la matière organique qui se forme dans l'océan, après elle meurt, elle sédimente au fond. Donc on a la pompe physique et la pompe biologique. Et donc ça explique pourquoi on ne retrouve pas tous les CO2 qui a été mis par l'homme dans l'atmosphère. Donc 1/4 a été absorbé par la biosphère continentale et 1/4 par la pompe océanique. Avec les supports des BNP Paribas, nous sommes allés travailler dans un océan qui est très très lointain, qui est l'océan austral. C'est un océan qui n'est pas visité, sinon par la Vendée Globe et encore. Et donc et pourtant il est essentiel, d'une part parce qu'il relie tous les océans aux autres, mais aussi parce que c'est l'unique qui est tout le temps en interaction avec l'atmosphère dans des conditions météorologiques très extrêmes. Et donc c'est là où les échanges avec l'atmosphère et en termes de changement climatique sont très importants, mais on les connaît très peu. Et donc la campagne, le projet SOCLIM s'est intéressé à cette région où il y a la convergence de courants très intenses dans lesquels il y a beaucoup de vie, donc puis biologique, la pompe biologique des carbone, des échanges avec l'atmosphère énormes et aussi une pompe physique, donc des courants qui s'enfoncent à l'intérieur, très importants. Alors comme vous voyez, ça sont des données des satellites qui représentent la vitesse des courants dans l'océan austral. Vous ne voyez pas des fleuves tranquilles. Je vous montre un peu les types des mouillages et des robots que nous avons utilisés et que nous utilisons de plus en plus en océanographie. Donc ici, je vous donne juste un exemple. Ce sont toutes les observations des premiers 700 mètres, uniquement en température, qui ont été effectuées pendant l'année 1998.
Donc vous vous rendez compte que la température, c'est la variable la plus facile à observer. Donc, il y a des énormes trous, et en particulier dans l'hémisphère austral. À partir des années 2000, on a commencé un programme qui s'appelle Argo, et sont des bouées, des petits robots qu'on met à l'eau. Et pendant 10 jours, ils restent à 1000 mètres, ils dérivent avec les courants, et ils reviennent à la surface tous les 10 jours, après avoir plongé à 2000 mètres, et ils mesurent les propriétés physiques, température, salinité et pression, et maintenant aussi certaines des propriétés biogéochimiques, comme l'oxygène ou par exemple la chlorophylle. Et cela nous a bien aidé pour voir où et comment cet océan a changé depuis les années 2000. Et ensuite, on met aussi des mouillages fixes pour voir comment certains paramètres biologiques et physiques ils changent dans un point donné, parce que ceux-là, ils dérivent avec les courants, ces mouillages, ils restent à un point donné. Avec les bateaux océanographiques et les satellites qui nous donnent un contexte à la surface, on cherche de comprendre cet environnement très complexe. Pourquoi on ne peut pas aller avec un bateau partout? Un jour de bateau coûte entre 35 et 40 000 euros par jour. Donc il n'y a aucun gouvernement qui peut se le permettre, et nous n'avons pas assez de scientifiques non plus pour être partout. Donc ça n'empêche que mettre ensemble tous ces systèmes, c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné notre connaissance. Et donc aujourd'hui, on a encore des défis parce qu'il faut maintenir tous ces réseaux, et c'est toujours souvent une question des scientifiques. Ce n'est pas encore les gouvernements qui ont pris en main, les gouvernements à l'international qui ont pris en main les financements de tout cela, mais voilà où nous sommes au niveau des connaissances. Je finis.